Pauline Hadès-Mével, bonjour. Vous êtes rédactrice en chef et porte-parole de Reporters sans frontières. Reporters sans frontières a publié en avril, comme chaque année, son classement mondial de la liberté de la presse. Que pouvez-vous nous dire de la situation mondiale? Qui sont les bons et les mauvais élèves? Et finalement, que révèle selon vous ce classement de la santé de la démocratie dans le monde? Alors, avant la propagation de l'épidémie, en fait, RSF avait identifié 5 menaces pesant sur l'avenir du journalisme. Plusieurs crises, en fait. Une crise géopolitique qui est impulsée par des modèles autoritaires de plus en plus répressifs vis-à-vis des journalistes. Une crise technologique qui est liée au manque de régulation numérique. Une crise démocratique parce que les médias sont discrédités par le pouvoir en place, les politiques de répression partout dans le monde. Une crise de confiance également, avec un climat de suspicion et des attaques contre les journalistes. Et enfin, une crise économique qui est liée à l'appauvrissement du journalisme de qualité. Et là-dessus est venue s'ajouter une sixième crise, une crise sanitaire. Alors, quels sont les grands enseignements en fait de l'édition 2020 du classement? En fait, on voit qu'en 2020, la Norvège a maintenu pour la quatrième année consécutive sa place de premier, tandis que la Finlande conserve sa deuxième position dans le classement. Mais le Danemark remonte en troisième position en raison d'une baisse de la Suède et des Pays-Bas qui sont tous les deux confrontés à des cas de cyberharcèlement. À l'autre extrême du classement, il y a peu de changements. La Corée du Nord est 180e. Elle a perdu une place et elle a ravi donc cette toute dernière place au Turkménistan, tandis que l'Érythrée est 178e et le pire représentant du continent africain. Donc voilà pour le trio lanterne rouge. La Malaisie et les Maldives, en fait, après une alternance politique, affichent les deux plus belles progressions du classement 2020 et elles gagnent respectivement 22 places pour la Malaisie et 19 pour les Maldives. Ces deux pays sont suivis par le Soudan, qui a gagné 16 places depuis la chute d'Omar el-Béchir. Et du côté des plus fortes baisses de cette édition 2020, Haïti, où des journalistes se retrouvent pris pour cible lors des violentes manifestations qui secouent le pays depuis 2 ans, a chuté de 21 places et se situe désormais en 83e position. Les deux autres reculs très importants se situent en Afrique, aux Comores, un recul de 19 places, et au Bénin, 113e, avec un recul de 17 places. Deux pays où se multiplient les atteintes à la liberté de la presse. Alors, si on veut regarder le classement région par région, après ces crises et ces pays de tête et ces pays lanternes rouges, évidemment, l'Europe reste le continent le plus favorable à la liberté de la presse en dépit des politiques répressives de certains pays de l'Union européenne et des Balkans, devant la zone Amérique, le Nord et Sud, en deuxième position, même si les poids lourds régionaux, les États-Unis et le Brésil deviennent de véritables anti-modèles. L'Afrique arrive en troisième position, elle enregistre également des reculs importants, on l'a vu, dû notamment à une recrudescence des détentions arbitraires de longue durée et des attaques en ligne. Enfin, la zone Asie-Pacifique affiche cette année la plus forte dégradation, notamment avec ce qui se passe en Australie, 26e, une perte de 5 places. Mais l'Australie était jadis un modèle régional et se caractérise désormais par ses menaces contre le secret des sources et le journalisme d'investigation. Deux pays ont également contribué à faire baisser la note globale de ce continent, c'est Singapour, avec sa loi orwellienne sur les fausses informations. Singapour a reculé de 7 places et est passé même dans la zone noire du classement, la pire chez nous, de même que Hong Kong, qui est 80e et qui a également perdu 7 places en raison de son traitement des journalistes lors des manifestations pro-démocratiques qui se poursuivent. Au regard de la pandémie au coronavirus que nous traversons actuellement, certains chefs d'État et de gouvernement ont instrumentalisé la crise internationale pour restreindre les libertés individuelles et pour bafouer l'état de droit. Vous avez dans ce contexte lancé l'Observatoire 19 qui recense les entraves liées à la liberté de la presse. Que pouvez-vous nous dire finalement de cette crise? La crise n'a-t-elle pas été un accélérateur des tendances autoritaires déjà à l'œuvre dans certains États? Tout à fait. En fait, nous avions donc identifié 5 crises et expliqué que la prochaine décennie serait décisive, mais une sixième crise est venue s'ajouter aux 5 précédentes. Et en effet, le coronavirus s'avère être un facteur révélateur et multiplicateur de ces pressions. En fait, on peut établir une corrélation avec le respect ou non du droit à l'information pendant la crise du Covid-19. Les régimes les pires en ont profité pour pousser la répression encore plus loin et en faisant ça,
ils mettent en danger la vie de leur population. On a relevé cette corrélation dans plusieurs pays et c'était très intéressant de le faire au moment du classement. Ces pays ont en commun de figurer dans la zone rouge et noire du classement, à l'exception de la Hongrie qui est en orange, d'afficher des baisses dans l'édition 2020 ou au mieux d'être en situation stable et d'avoir confirmé leur propension à réprimer, à censurer l'information ou à renforcer leur mainmise sur les médias à la faveur de l'épidémie de Covid-19. Donc une réelle corrélation où le virus apparaît comme un multiplicateur et vraiment un amplificateur de ces tendances. En Chine, par exemple, la répression envers les journalistes et les lanceurs d'alerte a contribué à ce que l'épidémie se propage, on l'a dit, à Wuhan, puis dans le monde. En Iran, autre foyer de l'épidémie, où on a mis en place des dispositifs de censure massifs. En Irak, où la licence de l'agence de presse Reuters a été suspendue après une dépêche remettant en cause les chiffres officiels des cas de coronavirus. En fait, au regard de nombreux exemples, la crise sanitaire a été l'occasion pour des gouvernements autoritaires de mettre en œuvre la fameuse doctrine du choc. En fait, profiter de la neutralisation de la vie politique, de la sidération du public et de l'affaiblissement de la mobilisation pour imposer des mesures impossibles à adopter en temps normal et qui passent là parce que la population est sous le choc. Au Brésil, par exemple, comme aux États-Unis, les présidents Bolsonaro et Trump ont redoublé d'hostilité vis-à-vis des journalistes, accusés de propager la peur. En Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban a fait voter une loi dite coronavirus, prévoyant des peines de 5 ans de prison pour diffusion de fausses informations. Des journalistes ont été arrêtés en Jordanie ou au Zimbabwe. En Algérie, le correspondant de RSF, Khaled Rareni, a été emprisonné à la faveur de l'épidémie et le dernier appel hier pour le faire libérer a encore échoué. Enfin, Hong Kong, on en a parlé tout à l'heure, a profité de sa crise sanitaire pour arrêter 14 leaders du mouvement pro-démocratique. Donc RSF s'inquiète aussi de tous ces parallèles et puis des mesures aussi qui ont été prises contre les journalistes maintenus en détention en Turquie ou en Arabie Saoudite où le virus se propage. Ce que nous avons fait également, en plus de dénoncer bien sûr, nous avons déposé une plainte auprès de l'ONU le 13 avril pour demander en fait la dénonciation des États qui violent le droit à l'information, malgré ou au prétexte ou à l'occasion de l'épidémie de coronavirus, et qui mettent ainsi en danger la santé des personnes sur leur territoire comme dans le reste du monde. Merci beaucoup, Pauline Adeslevel, pour votre éclairage et votre décryptage. Nous suivrons assidûment cette question à la Fondation Jean Jaurès et on vous remercie encore à nouveau pour votre disponibilité et cet échange. Merci beaucoup.